Alors moi, permettez-moi d'abord de commencer par vous donner, tel qu'on me l'a demandé, une appréciation syndicale de la situation macro. Bon, ben, je ne vous étonnerai pas en vous disant que on a une appréciation extrêmement critique sur la stratégie économique menée depuis plusieurs années, qui est une stratégie économique, ça a été rappelé, fondée sur deux piliers parfaitement incompatibles dans un contexte de croissance nulle. Un pilier d'abord de consolidation budgétaire, parce qu'on ne peut pas nier qu'il y a de la rigueur en France quand on regarde et quand on compare les taux de croissance annuels de la dépense publique, et puis de l'autre, une politique de l'offre menée de façon concomitante, financée exclusivement par les ménages, avec une hausse de la fiscalité sur la consommation qui n'est pas la plus juste et la plus redistributive qui soit. Donc, ce faisant, bon, le gouvernement a fait un pari risqué, un pari profondément idéologique, celui que finalement la baisse du coût du travail suffirait à relancer la dynamique de l'activité économique et dans des proportions suffisamment importantes pour pallier l'impact récessif de la baisse de la dépense publique, puisqu'il est aujourd'hui avéré que les multiplicateurs budgétaires sont positifs et supérieurs à 1. La baisse de la dépense publique a un impact récessif sur l'activité. Donc, au final, ce pari, il est fondé sur un double diagnostic que nous récusons. Celui que les difficultés de la situation économique française est due quand même à sa sphère publique, est due à un coût du travail trop élevé. Alors, s'agissant des finances publiques et des stratégies de consolidation budgétaire, nous, on rappelle autant que nous le pouvons qu'avant 2008, avant la survenue de cette crise financière et sa généralisation en récession mondiale, la France, elle était proche de respecter les critères de beauté du pacte de croissance et de stabilité. On avait des niveaux de dette et de déficit proches de ce que nous réclamait Bruxelles, comme d'autres pays de la zone euro. Et c'est véritablement la crise qui a profondément dégradé les finances publiques. Dans ce contexte, nous, on pense que le nouveau cadre de gouvernance donné aux politiques publiques et plus globalement aux politiques éco, c'est un non-sens économique. Le traité sur la stabilité est une absurdité économique. Il revient à institutionnaliser l'austérité sur la base d'un indicateur totalement arbitraire, qui est l'indicateur de déficit structurel que personne ne calcule de la même façon. Et nous, on se demande comment il est possible d'envisager que la conduite d'une politique économique puisse dépendre d'une norme aussi arbitraire, sachant que des évaluations divergentes peuvent conduire à des écarts de déficit structurel de 2 points de PIB et que le niveau de déficit structurel à respecter est de 0,5 points de PIB. Ça nous semble totalement aberrant. De la même façon qu'il n'est absolument pas pertinent d'imposer à des pays aussi différents que la France, la Lettonie ou l'Irlande des niveaux d'endettement public identiques. Bien. Mais la pertinence de ce cadre de gouvernance des finances publiques, pour nous, il y en a pas, il ne faut pas la chercher, il ne faut pas être dupe. Pour nous, l'interprétation ouverte du déficit structurel n'a pas d'autre objet que d'instrumentaliser ce concept pour faire passer des réformes libérales. Et il n'y a qu'à voir ce qu'on appelle, nous, le marchandage entre la Commission européenne et la France pour obtenir ce fameux délai de 3% et ce report à 2017. La Commission exige des réformes qui sont inacceptables pour nous. La remise en cause du mode de revalorisation du SMIC, que Bruxelles juge responsable d'une revalorisation trop importante du SMIC, la réforme de l'assurance chômage, qui ne serait pas suffisamment incitatif au retour à l'emploi, ou encore des réformes sur le marché du travail. Bon, c'est un marchandage dont le cœur est le déficit structurel, donc que personne ne calcule de la même façon, et dont l'enjeu est quand même la survie de notre modèle économique et social. Donc pour nous, syndicalistes, c'est absolument stupéfiant et révoltant. Donc fondamentalement, ce nouveau cadre de gouvernance, il a pour conséquence de considérer les dépenses publiques comme des dépenses improductives. Nous, à EFO, on considère que la dépense publique est une dépense productive avant d'être un coût. On n'a qu'à voir,
l'impact, enfin le poids de l'emploi privé, salarié et non salarié, de l'emploi privé lié à la commande publique dans certains départements. Dans certains départements ruraux ou semi-ruraux, 70% de l'emploi privé est lié à la commande publique. Bon, alors ça ne veut pas dire que la dépense publique, elle est toujours bonne en soi, qu'il ne faut pas l'évaluer, surtout pas. Ce que nous disons, nous, c'est qu'il faut la remettre en perspective macroéconomique. Il faut la relier à un constat, à un diagnostic sur quel service public pour demain, quelle mission publique pour demain. Et c'est une revendication que nous avons souvent portée lorsqu'on nous a imposé cette RGPP qui s'est aujourd'hui poursuivie avec la modernisation de l'action publique. Bon, en d'autres termes, notre perception de ce cadre de gouvernance européen, c'est que c'est une offensive libérale qui vise à remettre en cause quand même la place et le rôle de l'État, et en particulier les services publics. Et je vous invite à lire le dernier numéro de la chronique internationale de l'IRES, que certains d'entre vous connaissent peut-être, l'Institut de la recherche économique et sociale, qui montre d'abord les effets absolument délétères des politiques d'austérité sur les services publics en Europe, et en particulier sur les services d'éducation et de santé dans les pays périphériques, mais qui montre également comment ces politiques d'austérité ont accéléré un processus d'externalisation et de privatisation des services du public, avec des conséquences absolument dramatiques sur les populations, et qui vise une transformation durable de la philosophie du service public. Nous, notre position en la matière, nous sommes très attachés à la conception républicaine des services publics. Le service public, il remplit des besoins solvables, mais également beaucoup de besoins non solvables qui ne seraient jamais satisfaits par l'offre privée. Alors, s'agissant du second point sur lequel j'étais censée m'exprimer, qui sont les grandes pistes pour relancer l'activité, bon, la première, et c'est naturellement en lien avec les premiers éléments de constat que je vous ai dressés, c'est arrêter cette politique d'austérité totalement contre-productive à court terme, mais également à moyen terme et à long terme, parce qu'on sait qu'on détruit du potentiel de croissance future avec un défaut d'investissement matériel et immatériel. Il faut, selon nous, maintenir nos modèles sociaux. Le système de redistribution français a fait la preuve de son efficacité en 2009, en évitant à la France d'avoir une chute de son PIB comme d'autres pays l'ont connu. Mais on sait aussi, la statistique publique le documente, que le système de redistribution, c'est un moteur puissant contre l'augmentation des inégalités et partant contre l'augmentation de l'endettement des ménages. Les inégalités et l'endettement privé, l'endettement des ménages, ce sont les deux moteurs, les sources originelles de la crise financière de 2008. Troisièmement, bien sûr, nous sommes pour une politique de relance de l'investissement public, et notamment à l'échelle européenne. Nous revendiquons, avec la Confédération européenne des syndicats, un plan de relance beaucoup plus ambitieux que le plan Juncker. La commission de la CES, c'était 2% du PIB européen sur 10 ans, 2% du PIB européen par an sur 10 ans. C'était l'équivalent de 260 milliards par an. Je rappelle que le plan Juncker, je crois que de mémoire, c'est 300 milliards sur 3 ans. Sachant qu'en plus, dans le plan Juncker, au départ, il n'y a pas d'argent nouveau. Il y a déjà des budgets qui étaient inscrits au budget européen, des crédits, pardon, qui étaient inscrits au budget européen, et avec des hypothèses d'effet de levier qui ont été jugées très, très optimistes par un grand nombre d'économistes. En matière industrielle, il faut bien sûr une politique publique industrielle. Et là encore, à l'échelle européenne, nous sommes convaincus qu'il y a des grands projets industriels à mener avec une coopération publique inter-État. Ce que dit FO souvent, c'est qu'il nous faut un Airbus du photovoltaïque. Il nous faut un Airbus de la déconstruction navale. D'ailleurs, il n'est même pas sûr qu'aujourd'hui, avec les règles de la concurrence et qui régissent les aides d'État, il soit encore possible aujourd'hui de faire le projet d'Airbus. C'est même pas sûr. La déconstruction navale, c'est un cas extrêmement intéressant. Il n'existe pas aujourd'hui dans le monde de déconstruction navale propre. Ça ne se fait pas. Où est-ce que ça se fait? Ça se fait en Inde. Ça se fait sur les côtes africaines, dans des conditions de travail absolument déplorables et avec un coût environnemental absolument énorme. En 2009, l'Europe a financé une grosse étude sur ce sujet-là.
l'étude a conclu, a montré notamment que les pays qui avaient les compétences en matière de construction navale avaient grosso modo les compétences en matière de déconstruction navale. Ce qui manque souvent, c'est la place. Mais il faut de la place pour déconstruire plus que pour construire. Et nous, ce que nous disons, c'est que il faut une coopération avec d'autres États, avec ceux qui ont les façades. Nous en avons, et nous avons les compétences en matière de construction. Les Pays-Bas semblent intéressés, le Royaume-Uni aussi. Ce serait dommage que ce marché gigantesque, il y a un gisement d'emploi absolument énorme, avec un axe environnemental majeur, soit laissé aux Américains qui commencent à regarder ce sujet de la déconstruction navale. Alors, ce que font les gouvernements depuis quelques années, à savoir multiplier les aides publiques, les exonérations de cotisations sociales, les dépenses fiscales, bon, ben pour nous, et tout ça sans cohérence, sans coordination, ça ne fait pas une politique publique de l'investissement. Il faut savoir aujourd'hui que 110 milliards d'aides publiques sont accordées aux entreprises. Nous, idéologiquement, ça ne nous pose aucun problème. On n'est pas contre des aides publiques aux entreprises. Il est même de la responsabilité de l'action publique que d'aider les entreprises en difficulté. Et nous avons fortement œuvré pour la création d'ailleurs de la Banque publique d'investissement. Si mon secrétaire confédéral Pascal Pavageau était là, il dirait que nous sommes les pères de la BPI. Moi, je dirais que nous avons activement œuvré pour la création de la Banque publique d'investissement, d'ailleurs que nous souhaiterions redénommer la Banque publique pour l'industrie. Alors, des aides publiques, oui, sur le principe, mais à condition que cela se fasse de façon contractualisée, sur la base d'engagements clairs du bénéficiaire, des engagements d'investissement productif, des engagements d'emploi, des engagements peut-être de salaire, et avec ex post un contrôle public qui évalue tout ça. Alors, la position que l'on défend depuis le début, c'est oui pour les aides publiques, mais des aides publiques ciblées, des aides publiques conditionnalisées, des aides publiques contractualisées, contrôlées et évaluées. C'est clairement ce que nous réclamons pour le CICE et les pactes de responsabilité qui, conjugués, vous le savez, représentent une somme de 41 milliards d'exonérations et de dépenses fiscales à l'horizon de 2017. Ces 41 milliards qui vont clairement manquer à la sécurité sociale, aux organismes sociaux et aux services publics. Et tout ça sans contrôle ni évaluation. Les premières d'ailleurs évaluations que nous avons eues en matière de CICE, elles sont absolument hallucinantes. On a vu, dans les pires des cas, un dévoiement complet du dispositif fiscal du CICE, avec des entreprises qui, une fois perçues cette enveloppe fiscale, dans les semaines ou les mois qui suivaient, ferment des sites de production, mutualisent des sites de production. Dans les cas plus subtils, ce qu'on voit, ce sont des donneurs d'ordre qui réclament aux sous-traitants, sur la base qui réclament le montant du CICI sur les prix, pardonnez-moi, je m'exprime mal, mais qui imposent donc aux sous-traitants d'intégrer à leur prix l'équivalent de ce qu'ils perçoivent au titre du CICE. C'est quand même extraordinaire de voir ça. Donc, il y a un gaspillage des aides publiques qui est colossal, qui est potentiellement gigantesque et qui n'a aucun effet sur la croissance et l'emploi. Nous avons obtenu, nous siégeons au sein du comité de suivi des aides publiques qui a été installé au mois de novembre dernier, je crois, cet automne en tout cas, et nous avons obtenu que le programme de travail de ce comité de suivi commence par une évaluation de l'impact des exonérations des cotisations sociales. Aussi surprenant que ça puisse paraître, il n'y a aucune étude pour l'instant qui a véritablement fait un lien direct entre les exonérations de cotisations sociales et les créations nettes d'emplois. Au mieux, ont-elles pu éviter des destructions d'emplois, mais même sur ce plan-là, la recherche, le public est extrêmement prudente en montrant que les éléments de chiffrage dépendent pour beaucoup des hypothèses et des modèles macroéconométriques utilisés pour les estimer. Et en matière, s'agissant de la responsabilité de la fiscalité française dans la perte de compétitivité de l'économie, on fait le même constat. Il n'y a aucun travaux véritablement qui fait le lien, qui montre que la perte de compétitivité des entreprises françaises serait due à une fiscalité qui serait trop excessive. Alors,
pour terminer, pour FO, pour nous, la question de la restauration de la compétitivité française, elle se trouve dans les problématiques qu'on connaît tous, liées à la recherche au développement, à l'imbrication de la recherche publique-privée, donc à la R&D, donc en d'autres termes à la qualité des produits et des services que nous exportons. Elle est liée aussi au règlement des différends entre donneurs d'ordre et sous-traitants. Mais elle est liée aussi, on en est convaincu, à la présence des services publics. Je reprends l'exemple souvent. Pourquoi Toyota s'est installé à Valenciennes? Bon, c'est pas pour la douceur du climat, c'est pour les infrastructures de transport. En particulier, c'est pour le canal Seine-Nord et notamment le quai de l'Escaut. C'est pour ça que Toyota s'est intégré là. Ça lui permettait d'avoir des matières premières qui arrivaient dans le site et de faire partir ses voitures. Dernier point, restaurer la compétitivité. Ça dépendra aussi de la capacité de l'État à donner du sens, à donner des caps, à donner de la cohérence à une politique publique, par de grandes politiques publiques et sur la base de projets, de grands projets industriels. En d'autres termes, ce sont des réponses qui n'ont rien à voir avec une approche idéologique et partisane qui est omnubilée par le poids de la fiscalité ou du coût du travail. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer tout de suite la parole à Bernard Perret. Ce que vient de dire Sophie Dasquet, c'est qu'il faut donner du sens, au fond, à cette activité qu'il faut pouvoir relancer. Comment est-ce on pourrait avoir tendance à penser, c'est pas notre sentiment, mais que dès lors qu'on se préoccupe de reprise et de relance de la croissance, c'est forcément au détriment des enjeux qui sont ceux de l'écologie et de l'environnement. La conviction qui est la nôtre, notamment à travers la notion d'éco-socialiste, c'est qu'au contraire, la perspective du développement doit se construire aujourd'hui sur des bases solides, sur des bases durables qui prennent en compte ces enjeux. C'est autour de cela peut-être que Bernard Perret pourrait nous éclairer. D'abord, je vous remercie de m'avoir invité, en particulier Gaëtan. Alors, je vais peut-être me mettre dans une situation difficile puisque le débat tourne autour des moyens de relancer la croissance et je vais moi, me centrer plutôt sur la question comment vivre mieux avec une croissance plus faible, comment continuer à faire du progrès social avec une croissance plus faible, étant entendu que je ne suis pas vraiment un décroissanciste, c'est-à-dire que je ne fais pas du tout de l'arrêt de la croissance ou de la décroissance un idéal, ce que ça ne peut pas être. Simplement, il faut reprendre un certain nombre de faits sur la croissance. D'abord, quand on regarde la série des croissances décennales depuis les années 60, on voit dans les années 60 6%, dans les années 70 3,7%, la décennie suivante 2,2%, ensuite 1,9%, 1,5% et 0,7% depuis les années 2010. Alors, quand on voit ça, on dit que c'est un processus de ralentissement qui peut difficilement être réduit aux effets de mauvaises politiques économiques. On est vraisemblablement devant quelque chose de plus structurel. Alors évidemment, il y a des différences suivant les pays, mais en gros, c'est quand même quelque chose que l'on constate à peu près dans tous les pays anciennement industrialisés. Alors je ne vais pas raconter en détail comment on peut interpréter tout ça. J'explique tout ça, je résume, disons, tous les arguments dans le petit livre que je viens de faire paraître, qui s'appelle « Au-delà du marché, les nouvelles voies de la démarchandisation ». En gros, il y a un phénomène qui est une partie de l'explication tient à la structure de la demande qui se porte davantage vers les services relationnels. Il y a beaucoup d'incompréhension de la part des économistes, à mon avis, sur les effets de l'innovation, c'est-à-dire qu'on croit que, par définition, l'innovation devrait produire de la croissance marchande. Or, je pense qu'actuellement, c'est pas du tout. Les choses deviennent beaucoup plus compliquées. On voit qu'il y a des phénomènes d'innovation technologique qui produisent en fait de la démarchandisation et du déclin de certaines activités marchandes. On le voit dans le domaine culturel. Par ailleurs, toutes les formes de progrès produites par le progrès technique ne sont pas des progrès, ne se traduisent pas par la production de marchandises. Il y a un exemple bien simple, c'est que si vous pouvez acheter votre billet SNCF sur Internet plutôt que de faire la queue pendant une demi-heure au guichet, ça n'est pas compté comme une production supplémentaire.
Et pourtant, c'est bel et bien un progrès. Donc, on a des raisons de penser, je ne vais pas développer plus, qu'on est face à un phénomène structurel qui n'est pas dû à une insuffisance d'innovation, mais qui est dû au fait que le progrès aujourd'hui se traduit par la production d'utilités qui ne sont pas des marchandises. C'est-à-dire tout ce qui est utile n'est pas une marchandise, et on fait aujourd'hui des progrès dans des domaines qui ne nourrissent pas forcément la croissance marchande. Maintenant, si on se projette dans l'avenir, la situation est encore pire, parce qu'on est face à des vraies questions écologiques qui, malgré tout, réduisent les possibilités de croissance. On a parlé tout à l'heure de l'effet bénéfique de la baisse du pétrole, mais c'est quand même très paradoxal qu'on se réjouisse, qu'on soit amené à se réjouir de la baisse du pétrole au moment où la préoccupation du changement climatique devient majeure, et où tous les experts sérieux disent qu'on n'arrivera jamais à mener une politique de transition énergétique vraiment efficace si on n'augmente pas d'une manière ou d'une autre le prix relatif des énergies fossiles. Donc on est là devant quand même une espèce de contradiction. Il y a un mot qu'il faut absolument que tout le monde arrive à intégrer à son vocabulaire aujourd'hui, c'est le mot découplage. Je pense que si on n'a pas en tête la question du découplage, on ne peut pas raisonner sainement sur l'avenir. Le découplage, qu'est-ce que c'est ? C'est le rythme auquel c'est l'évolution du ratio production, croissance en valeur sur consommation de ressources énergétiques ou consommation de ressources non renouvelables. Bon. Que l'on prenne l'énergie ou que l'on prenne un certain nombre de ressources minérales qui également sont susceptibles de faire défaut, on voit qu'on est à des rythmes de découplage qui sont de l'ordre de 1,5% par an. Et on voit que c'est très insuffisant. Il faudrait avoir des rythmes de découplage au moins 3 fois supérieurs pour arriver à un développement soutenable. Quelle est la solution ? La solution, c'est le progrès technique, bien sûr. Moi, je partage tout à fait l'idée qu'il y a des progrès à faire en matière de technique, et on peut certainement arriver à une croissance plus efficace. Mais je crois aussi qu'il faut travailler sur le ratio bien-être sur PIB. C'est-à-dire, je pense que d'une manière ou d'une autre, les contraintes écologiques vont peser fortement sur les taux de croissance futurs, et que donc il me paraît difficile d'envisager des taux de croissance très importants dans les années à venir, et qu'en revanche, il y a énormément de choses à explorer sur comment vivre mieux et plus équitablement avec une croissance plus faible. Alors je présente dans mon livre tout un programme, ce que j'appelle un programme de démarchandisation, c'est-à-dire finalement inventer des formes d'échange, de consommation, de production qui ne se traduisent pas par des flux marchands, qui ne soient pas non plus opposés à la croissance, c'est-à-dire que c'est plutôt des choses qui viendront en plus, qui seront un des mots-clés, c'est le mot synergie, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une synergie entre la croissance économique marchande et d'autres formes de développement. Alors j'en indique quelques-uns rapidement parce que ça pourrait y passer pas mal de temps. Première chose à se demander, c'est comment vivre mieux en diminuant la consommation marchande. Et par exemple, il y a un sujet considérable, c'est l'allongement de la durée de vie des biens et l'accroissement de la réparabilité des biens, de la standardisation des pièces de rechange, etc., etc. Alors c'est un sujet que j'ai étudié dans un cadre professionnel, dans le cadre d'un rapport sur le développement de l'économie circulaire, ce qu'on appelle l'économie circulaire, c'est-à-dire la réutilisation, le recyclage, la mutualisation des biens, etc. Et il est évident qu'il y a aujourd'hui un énorme sujet sur la normalisation. Les processus de normalisation au niveau européen sont aux mains des industriels, et les industriels ne sont pas forcément très allants pour aller vers le développement de produits plus réparables, plus durables, etc. Donc là, il y a vraiment un enjeu pour la gauche. Alors évidemment, ça peut apparaître comme un frein à la croissance, sauf que si on développe des activités de réparation,
Si on développe des activités de troc, d'échange, etc., on y gagnera quand même beaucoup en termes pour redonner des moyens de vivre à des gens, dans la mesure où on diminuera quand même le coût d'usage des produits. À ce propos, une des propositions, c'est de développer l'information des consommateurs, non plus seulement sur le coût des produits, mais sur leur coût d'usage, c'est-à-dire d'afficher un produit, comme on le fait un peu avec les voitures. Une voiture, il y a des associations de consommateurs qui vous indiquent combien la voiture va vous revenir au cours de l'année, mais on ne le fait pas pour un aspirateur, pour une télévision, pour un ordinateur, etc. Or, ça serait tout à fait pertinent de développer une information sur le coût d'usage des produits, ce qui serait aussi une façon de faire pression pour avoir des produits plus durables et d'avoir un double bénéfice en termes écologiques et en termes de pouvoir d'achat réel. Une autre proposition, c'est d'instaurer une tarification progressive de l'eau et des biens, des services essentiels d'eau et d'électricité. Là aussi, avec un double bénéfice, parce qu'on va freiner les consommations excessives et donc on va favoriser les économies d'énergie et on va faire du social, puisqu'on va redonner les moyens de se chauffer à des ménages en difficulté. Encourager l'autoproduction et l'autoréhabilitation du logement alors c'est plus anecdotique, disons, mais ça fait partie du sujet. En particulier, l'autoréhabilitation du logement, ça peut être extrêmement pertinent pour traiter les problèmes du logement d'un certain nombre de personnes. Alors, accompagner le développement de l'économie collaborative, c'est un vaste sujet, c'est très à la mode, Blablacar, Airbnb, etc. Là aussi, double bénéfice écologique, parce qu'on permet d'intensifier le taux d'utilisation des biens matériels, et en même temps, on permet aux personnes de valoriser tout ce qu'elles possèdent, y compris si elles ont une chambre de bonne, on peut la louer facilement, etc. Moi, je pense que c'est vraiment très, très positif, même si au second degré, ça pose quelques problèmes fiscaux qui ne sont pas tout à fait négligeables. Mais je pense qu'il faut prendre le problème à bras-le-corps et voir quels sont les coûts et les avantages. Et je pense qu'au total, il y a quand même plus d'avantages que d'inconvénients à aller vers le développement de l'économie collaborative, notamment si on prend en compte la dimension écologique. Rendre possible une vie sans voiture, développer par exemple le commerce itinérant en milieu rural, mutualiser les services pour maintenir des services dans les petites communes, etc. Là aussi, ça peut paraître anecdotique, mais c'est aussi, quand on est pauvre et qu'on vit à la campagne, tout ce qui peut permettre d'éviter de se servir de sa voiture, ça peut être toujours utile. Limiter le coût et les nuisances de la publicité. Il faut savoir que la publicité imposée par voie postale coûte indirectement 140 € par ménage et par an. Et ça ne coûterait rien du tout à personne d'interdire la publicité imposée, que ce soit par démarchage téléphonique ou par voie postale. Il y a des mesures qui concernent la participation du secteur public à cette logique de démarchandisation. Par exemple, demander aux services publics d'organiser le covoiturage des agents, de mettre à disposition des locaux, des moyens matériels pour les associations, etc. Donc, faire que le secteur public rentre dans une logique de mutualisation des moyens en facilitant le développement de pratiques collaboratives avec des moyens publics. Alors, un des sujets qui est lié à ces pratiques de démarchandisation, c'est qu'on va dire, oui, mais ça va, toute chose égale d'ailleurs, ça va réduire un petit peu la croissance marchande, et donc ça rendra encore plus problématique la question des recettes fiscales et de l'endettement. Mais si on va dans cette logique d'économie collaborative, de mutualisation, etc., il faut aussi raisonner en termes de services publics collaboratifs et de services civiques en rentrant dans une logique où
progressivement, on va développer les collaborations entre le service public et les associations, les agents, les simples citoyens, etc. Par exemple, la ville de Paris, pour donner un exemple qui est tout à fait anecdotique, mais qui montre en même temps vers le genre de choses auxquelles on peut aller, la ville de Paris a mis en place une application informatique sur portable qui s'appelle Dans ma rue et qui permet à chacun de signaler des dysfonctionnements et par exemple un panneau de signalisation qui n'est pas à sa place ou une déprédation, etc. Donc c'est un exemple de collaboration qui peut être rendu possible et qui peut permettre d'améliorer la qualité des services publics, toutes choses égales d'ailleurs, sans parler de la relance du service civique, qui peut également, même si c'est assez problématique en pratique, mais on peut imaginer que ça pourrait quand même aussi contribuer à améliorer la qualité des services publics. Alors, tout ça, un des aspects importants de toutes ces transformations, c'est la question du temps de travail. Alors je partage tout à fait ce qu'a dit Guillaume Duval, c'est-à-dire qu'il faut remettre sur le tapis la question du temps de travail, mais sans doute assez différemment de ce qui a été fait avec les 35 heures, c'est-à-dire qu'il ne faut pas raisonner en termes hebdomadaires, mais raisonner sur d'autres échelles. Dans mon livre, je développe une piste qui est celle de la transition travail-retraite et du couplage entre le traitement de la question des retraites, c'est-à-dire l'allongement de la durée de cotisation, et en même temps l'aménagement de la fin de la vie active pour que cette fin de vie active puisse devenir un moment d'épanouissement personnel où on puisse choisir son activité, choisir son rythme de travail avec des cofinancements entre les entreprises et les caisses de retraite, par exemple. Et on pourrait imaginer idéalement que la tranche de vie 50-70 ans devienne en quelque sorte un nouveau temps de la vie dans lequel on ait la liberté de choisir des activités socialement utiles et épanouissantes avec des rythmes de travail aménagés et dans lesquels on puisse quand même avoir complètement de quoi vivre en continuant à cotiser pour sa retraite. Donc voilà quelques idées, il y en a d'autres. Mais vous voyez que toutes ces idées, elles peuvent paraître anecdotiques, sauf que si on les met bout à bout, on dessine un projet de société qui est différent et qui est un projet qui ne tourne pas le dos à la croissance, mais qui prend acte du fait que les vraies zones de développement possibles pour notre société se trouvent en quelque sorte à la marge du secteur marchand, dans des nouvelles formes d'hybridation et de symbiose entre l'économie de marché et une économie hors marché. Alors bien entendu, tout ça ne sera pas possible si l'économie reste complètement dominée par des logiques financières. Donc il y a aussi tout un volet là-dedans qui est un volet qu'on pourrait appeler la définanciarisation, en quelque sorte, qui est un aspect de la démarchandisation, définanciarisation au sens où il faut limiter le pouvoir prescripteur de la finance, c'est-à-dire le pouvoir de la finance de dicter ce que doivent être les politiques publiques, ce qui veut dire par exemple, obliger les entreprises à rendre des comptes sur des critères non financiers, séparer aussi, comme ça avait été proposé, les activités spéculatives des activités, enfin réduire au fond la part de la spéculation dans les activités financières, taxer évidemment les activités spéculatives, enfin tous les sujets que vous connaissez sans doute, qui sont évidemment essentiels si on veut créer un contexte dans lequel
la logique financière ne soit pas en mesure d'orienter complètement le développement économique. Et puis enfin, il y a un dernier sujet que j'ai oublié, c'est la question de la mesure des indicateurs, c'est-à-dire que tout ce nouveau modèle de développement, évidemment, il doit reposer sur des nouveaux critères de mesure, d'où la pertinence du projet de loi sur les nouveaux indicateurs de richesse, qui sont évidemment le moyen dans lequel on peut mesurer les avancées dans cette nouvelle voie. Voilà. Alors tout ça est exposé donc dans un livre qui sera dans toutes les librairies dans quelques jours et qui s'appelle « Au-delà du marché, les nouvelles voies de la démarchandisation ». Merci beaucoup Bernard. Merci à tous nos intervenants de leur apport. Nous avons pris du retard, donc il est déjà tard, mais pour le coup, il faut que nous gardions un peu de temps pour les questions. Mais avant ça, je vais demander peut-être à Xavier, qui a la gentillesse de nous rejoindre, de nous rattraper, parce qu'il avait une journée chargée, de peut-être répondre à quelques questions qui ont été abordées dans le cours de ce débat. La première des choses qui a été indiquée, c'était de dire que, au fond, la politique qui avait été menée depuis 3 ans à l'échelle européenne et à l'échelle nationale est une politique qui avait eu un effet plutôt récessif et que c'était regrettable. Je crois d'ailleurs que l'OFCE l'a souligné à plusieurs reprises, mais qu'on assistait depuis quelques semaines, quelques mois, sous l'effet conjugué de la baisse des prix du pétrole et de la dépréciation de l'euro, à un début de reprise. La question qui se pose alors est de savoir comment cette reprise peut être consolidée. Est-ce qu'elle sera suffisamment forte sans qu'on ait besoin de l'accompagner? Est-ce qu'il y a des mesures à prendre qui doivent l'accompagner au contraire pour lui permettre d'être durable et solide? Est-ce qu'on peut imaginer dans ce cas-là que les efforts qui vont être entrepris pour consolider cette reprise, c'est-à-dire ceux qui ont été évoqués pendant ce débat, on a évoqué évidemment la question d'un soutien au pouvoir d'achat des plus fragiles, mais plus encore la volonté de favoriser l'investissement public, moderniser notre économie, moderniser nos équipements, mobiliser donc des ressources nouvelles, dans quelle mesure cet effort supplémentaire peut être envisagé sans rompre les équilibres auxquels nous sommes tenus, c'est-à-dire dans un cadre européen qui reste évidemment compliqué. Guillaume Duval a rappelé le regret qui pouvait être le sien, qui est le nôtre, que l'ambition qui avait été affichée dès 2012 de faire bouger les lignes à l'échelle européenne n'ait pas suffisamment inspiré la politique qui a été conduite. Est-ce qu'il y a des marges de manœuvre qui peuvent se dégager aujourd'hui et sous quelle forme peut-on envisager aussi un soutien plus actif à l'échelle européenne qui permettrait donc de combiner ces différents aspects, sachant que l'objectif doit être d'obtenir le plus rapidement possible non seulement une reprise de l'activité, mais un recul du chômage qui suppose que cette activité soit suffisamment forte. Et enfin, on vient d'évoquer avec Bernard les enjeux liés à un nouveau modèle de développement. Est-ce que l'investissement dans la transition énergétique, l'effort qui peut être conduit dans ces domaines, peut être justement un des piliers à partir desquels on pourrait consolider la reprise et mettre en place les bases d'une croissance durable? C'est-à-dire, on a bien entendu ce que vient de dire Bernard et d'autres avant, l'idée de reconstituer, de relancer la croissance sous une forme traditionnelle avec les mêmes ressorts est quelque chose qui est extrêmement à la fois fragile et aussi aujourd'hui mis en cause par les enjeux écologiques et environnementaux. Donc la question est de savoir sur quelle base on peut tenter de reconstruire une activité durable. Oui, c'est un Tu m'as demandé de recadrer, j'ai élargi. Un vaste programme. 3 questions. Donc, enfin, 7 minutes. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir assisté à l'ensemble des échanges. Sur ces 3 questions, je pense qu'il y a effectivement des éléments très importants. Le premier, il vient des politiques européennes. Je pense que ça a été dit, ça a été redit, et je pense que tout le monde est d'accord, mais je vais quand même insister là-dessus. Oui, les politiques européennes sont une des causes de la situation dans laquelle nous nous trouvons. Donc, et le drame de ces politiques européennes, c'est qu'on a construit l'espace européen avec une espèce de peur, la peur qu'il y ait des passagers clandestins à l'intérieur de l'Europe. Et cette peur des passagers clandestins a conduit à mettre en place une logique dans laquelle on a utilisé le financement par les marchés de la dette publique comme l'instrument de la discipline. Mais au moment où les marchés financiers se sont retrouvés en panique et au moment où, de toute façon, on s'est rendu compte que la logique devait être l'inverse, c'est-à-dire que c'était la nation souveraine qui fixait le cap aux marchés financiers, non pas les marchés financiers qui déterminent ce qu'est le futur. On s'est trouvé pris dans
une impasse, et cette impasse a conduit à cet échec des politiques d'austérité et a aggravé la crise. Et quand on compare aujourd'hui les États-Unis et l'Europe, bien que les États-Unis soient loin d'avoir un modèle idéal, leur mécanique de sortie de la crise, leur trajectoire de dette publique et leurs perspectives futures sont bien meilleures que celles de la zone euro. Alors, il y a une reprise qui s'installe, mais rien n'a été fait pour résoudre ce problème dans lequel on se trouve, ce qui fait qu'on reste désarmé, on reste nu face aux problèmes futurs qui pourraient se poser. Et un des risques de cette reprise, c'est de dire bon, ben finalement, on arrive à s'en sortir malgré l'incomplétude de cette construction européenne, malgré son vice de construction, malgré ses défauts. Et donc, le passé, a été malheureux, on s'est un peu trompé, mais finalement, la situation s'améliore à nouveau, et donc, on peut oublier ces questions-là. Alors, ça risque d'être d'autant plus le cas qu'une partie de l'amélioration de la situation est liée à la dépréciation de l'euro par rapport au dollar, qui elle-même est liée à la politique monétaire que conduit la Banque centrale. Et il y a un pacte, pas explicite, mais qui est aujourd'hui largement reconnu par les différents acteurs, qui a été en quelque sorte établi à l'été 2012, qui est la Banque centrale intervient, mais en échange, les États s'engagent à une discipline budgétaire extrêmement forte, qui a aujourd'hui des conséquences, en particulier dans la façon dont on considère l'investissement public. Alors, donc le fait que la Banque centrale se voit en quelque sorte attribuer un des ressorts de la sortie de la crise peut presque même dire finalement notre modèle n'est pas si mal, puisqu'on a une Banque centrale au final qui nous refait de la croissance. Et on oublie la situation dans laquelle on s'est trouvé et la situation bien moins bonne en Europe qu'en zone euro. Alors, ça nous emmène ensuite à un point qui, je pense, est extrêmement important. La question de la dette publique, la question de l'intervention publique, l'intervention budgétaire et aussi de politique monétaire pour essayer de limiter les impacts d'une crise, la soutenabilité d'un modèle social, donc tout ce qui a trait en fait à la fois au long terme et à la capacité de résistance d'une économie est lié à fondamentalement la possibilité pour les États d'exprimer une souveraineté et d'avoir les instruments de cette souveraineté. L'exercice de la souveraineté, c'est quelque chose qui est compliqué, qui pose à la fois un problème de moyens. Donc, il faut avoir les moyens de la souveraineté. La construction européenne est partie du constat que la souveraineté de chacun des États était trop faible et qu'il fallait en quelque sorte mutualiser nos souverainetés pour en créer une qui soit véritablement efficace. Et je pense que c'est une idée extrêmement forte que, en tout cas, moi, je partage et qui me paraît essentielle. C'était en tout cas l'intention. Mais la souveraineté demande aussi des institutions et une vision du long terme. Il faut être capable de dire voilà vers quoi nous devons aller et nous mettrons les moyens en face pour y arriver. Donc la souveraineté, c'est pas simplement la mutualisation des moyens, mais c'est aussi la définition des fins. Et l'Europe aujourd'hui, elle pêche par le fait que à la fois les moyens ne sont pas complètement mutualisés, parce que pour les mutualiser, pour cette politique de la Banque centrale européenne, on s'engage à en fait encore restreindre et contraindre les politiques publiques, au point de dire finalement l'investissement public, ça attendra qu'on ait réduit les dettes publiques pour être considéré, ce qui peut être désastreux dans les 20 ans qui viennent. Et encore une fois, la gestion de l'investissement public, c'est quelque chose de difficile. Donc pour le faire, il faut des institutions qui sont solides et qui sont capables de l'assumer. Mais si on commence à dire, de toute façon on n'en parlera pas avant que vous ayez réduit vos dettes publiques, on va assassiner les capacités à effectivement développer et gérer ces investissements publics. Donc on a partiellement mis la mutualisation des moyens, en quelque sorte en s'imposant des contraintes qui sont des contraintes non nécessaires. Encore une fois, on a mis ces contraintes parce qu'on a peur des passagers clandestins. Et puis de l'autre côté, on est totalement incapable de définir les fins. Quelles sont les fins aujourd'hui de la construction européenne ? On ne sait pas. Et quand on parle de nouveaux modèles de société, de la transition énergétique, sur le papier, dans les couloirs de la Commission ou dans les réflexions de l'Eurogroupe, toutes ces questions sont effectivement présentes, mais elles ne sont pas suffisamment présentes
pour pouvoir devenir des projets de société débattus, votés, légitimés et mis en œuvre. Et c'est là où la déception face à la construction européenne peut être immense. C'est de se dire, on est parti du constat qu'on n'avait pas la souveraineté suffisamment efficace au niveau national pour essayer de mettre en place une souveraineté commune, mais dont aujourd'hui on se dit que finalement cette souveraineté commune, elle n'a pas la capacité à définir les objectifs. Et je pense qu'une des questions fondamentales aujourd'hui, elle est d'essayer de résoudre cette question-là. Et de cette question-là, de pouvoir mettre en place sur la table un projet, par exemple, de croissance soutenable. On parle beaucoup de la dette publique en tant que legs aux générations futures. Mais c'est ahurissant, et c'est même parfois indécent, d'évoquer les générations futures quand il s'agit de la dette publique, alors qu'on est parfaitement incapable de faire quoi que ce soit quand il s'agit de climat, c'est-à-dire qu'on va laisser aux générations futures peut-être des économies avec une dette publique à 60% du PIB, ce qui leur fera une belle jambe quand ce sera dans une économie à plus 6 degrés. Et ça ne sert à rien d'avoir 60% de dette publique si on a plus 6 degrés. Et après tout, si on a plus 2 degrés, peut-être que les générations futures supporteront 100% de dette publique. Est-ce qu'il vaut mieux qu'elles aient 40 points de dette publique en plus et uniquement un réchauffement climatique, un changement climatique contenu? Si on leur demande aujourd'hui, à supposer qu'on soit capable de leur parler, je pense que leur réponse serait évidente. Et cette évidence-là, aujourd'hui, on n'est pas capable de simplement même en poser les termes en termes de débat. C'est là où il y a une réflexion profonde à conduire sur nos institutions, notre démocratie aujourd'hui et sa capacité à élaborer des projets. Peut-être qu'ensuite on votera tous pour Bernard Perret et ses propositions, et parmi ces propositions, il y en a qui sont tout de suite totalement séduisantes. Peut-être que aussi on aura une vision plus diverse, plus. Mais ça, c'est la force et la beauté de la démocratie, d'être capable d'intégrer des idées, des visions différentes des choses, mais autour de valeurs qui sont communes. Si les générations futures sont véritablement l'une de nos valeurs, alors faisons-le et ayons les institutions qui permettent de le faire. Ça, aujourd'hui, c'est quelque chose d'effrayant en matière de construction européenne, et ce lent mouvement de transfert de souveraineté à l'Europe, il ne s'est pas accompagné de cette possibilité-là. Or, ceci est quand même l'objectif principal, et donc il faut arriver à le remettre dans notre fonctionnement politique et démocratique, et ça doit être au cœur de la construction d'un projet. Je n'ai pas répondu à la deuxième question, mais... Non, mais tu peux. La question étant, dans ce contexte dont tu viens de rappeler les enjeux, quelles sont les possibilités aujourd'hui, par l'initiative publique, de ton point de vue, pour soutenir la reprise qui s'amorce, les initiatives qui seraient indispensables pour que le mouvement soit à la fois plus durable, plus solide et un impact plus fort sur l'emploi? Je pense qu'il faut profiter de cette reprise qui s'amorce pour s'engager résolument dans la transition énergétique. Il va s'enclencher très probablement en Europe une reprise de l'investissement. C'est très satisfaisant qu'il y ait une reprise de l'investissement après une crise profonde. Il serait dommage que cette reprise de l'investissement se fasse pour investir dans les mêmes modèles de voitures et de transport que ceux d'il y a 15 ans. Or, c'est ce qui est en train de se faire, c'est-à-dire que, y compris même le plan Juncker, est construit fondamentalement pour reproduire ce qui a fonctionné dans le passé, mais dont on sait qu'il n'est pas soutenable. Et donc, c'est précisément dans ce moment-là, et c'est très difficile de le faire, parce que la tentation est grande de dire ça reprend, ne touchons plus à rien, parce qu'il ne s'agit pas de briser, de casser cette reprise. Mais ce dans quoi on s'engage, c'est à la fois la reproduction d'un modèle de croissance, on peut dire, ou d'activité plutôt passée, et qui sera teinté
qui sera teintée et qui sera basée sur la montée des inégalités par la flexibilisation des marchés du travail et l'érosion ou la lente dissolution des modèles sociaux. Et je pense qu'on place tout un chacun dans un espèce de dilemme qui consiste à dire est-ce que tu n'es pas prêt à abandonner un peu de ton modèle social pour un peu de reprise économique? Et est-ce que tu n'es pas prêt à oublier un peu la question de long terme du climat pour un peu de reprise économique et une baisse du chômage? Et c'est ce dilemme-là qu'il faut, à mon sens, totalement refuser parce qu'il est, il est délétère et il mène à rien, à des futures crises et surtout à une sérieuse gueule de bois une fois qu'on se rendra compte de ce qu'on n'a pas fait. Voilà. Et donc l'occasion, c'est à la fois avoir en tête probablement la préservation des modèles sociaux, voire même dans un certain nombre de secteurs et de domaines leur renforcement, et puis de l'autre côté de s'engager résolument dans ce changement climatique. Donc un des éléments clés de cette reprise, ça serait de faire en sorte que chaque investissement qui va être fait par les acteurs privés ou par les acteurs publics soit complètement orienté vers la transition énergétique, de façon à ce que 100% de cette reprise soit dans le changement climatique. Aujourd'hui, le curseur, il est à 0%. Ou peut-être on fera du plaqué vert, c'est-à-dire qu'on mettra une petite couche de verre sur tout ça pour dire si les choses avancent. Mais non, et effectivement, le fait que le prix du pétrole soit bas, ça démontre, s'il était nécessaire, le choix qui est fait aujourd'hui. Et c'est effectivement, enfin, c'est sur ces éléments-là qu'il faut aujourd'hui travailler. Alors, c'est très difficile, hein, parce que si on dit, non mais finalement, oubliez la baisse du prix du pétrole, on va mettre une taxe plus élevée qui va ramener le prix du pétrole à ce qu'il était avant, et on va utiliser le produit de cette taxe pour développer un nouveau modèle d'activité sociale et éventuellement opérer des redistributions pour empêcher la montée des inégalités, les utilisateurs d'automobiles ou de scooters vont vous dire le marché a décidé que le prix du pétrole était plus bas, laissons le faire, le marché. Et évidemment, c'est là la situation dans laquelle on est, et ça va être très difficile d'en sortir. Il faut au moins avoir conscience de cette difficulté-là pour savoir sur quoi se focaliser et se battre. Peut-être que la question est moins aujourd'hui autour des politiques d'austérité, elle est plus autour de cela, finalement, et même si ça rejoint beaucoup des points.